dans ma maison, le nom d'Ivan résonnait comme un écho permanent. Il suffisait qu'il éternue pour que ma mère se précipite à lui préparer une infusion chaude au gingembre et au miel. Si j'avais de la fièvre, la réponse était « ça va passer. Dors un peu ». Quand il rapportait un bulletin avec de bonnes notes, on l'encadrait et on l'accrochait au mur du salon. Si je réussissais, ma feuille finissait froissée parmi les tickets de caisse du supermarché. Il n'y avait jamais de cris, jamais de porte claquée, jamais de « on ne veut plus de toi ». Juste ce silence que personne ne nomme, mais qu'on ressent, l'absence, le vide émotionnel, le message tacite qu'on était de trop. Je rentrais du lycée et trouvais la table mise, le dîner servi, tout le monde en train de manger sans moi. On pensait que tu avais déjà mangé, disait mon père sans détacher les yeux du journal télévisé. Ce n'était pas un oubli, c'était une habitude. Quand Ivan a eu 13 ans, ils ont organisé une fête avec 30 enfants, un magicien, un food truck et même un casque de réalité virtuelle loué à l'heure. Pour mes 16 ans, on m'a souhaité un « joyeux anniversaire » en passant, pendant que ma mère me demandait de tondre la pelouse parce que les invités du récital de violoncelle d'Ivan allaient arriver dans une demi-heure. Ce n'était pas de la jalousie, c'était de la faim. Une faim d'attention, de reconnaissance, de sentir que, pour une fois, moi aussi, je comptais. Quand j'ai fini le lycée, le message était clair. Ivan montait en flèche. Moi, j'étais seul. Il a été accepté dans une université privée. Mes parents ont débouché une bouteille de vin comme s'il avait décroché une bourse à Harvard. Personne ne m'a demandé si j'avais réussi. Je me suis inscrit dans un centre de formation technique. J'ai commencé à travailler le matin dans un supermarché et le soir à livrer des pizzas avec un GPS cassé et une bouteille de soda qui roulait sous le siège. Je suis devenu intime avec les parkings des centres commerciaux. Les nuits où je n'avais pas assez pour faire le plein, je dormais recroquevillé sur la banquette arrière de ma vieille City Ibiza, serrant mon sac à dos, les pieds gelés, les moustiques bourdonnant à mon oreille. La douleur au dos était le cadet de mes soucis. Et pourtant, au milieu de toute cette fatigue, dans la solitude la plus crue, je rêvais. Je le faisais comme un acte irrationnel de foi. J'imaginais une vie future avec un vrai lit, un travail qui me laisserait respirer, peut-être même un chien qui ne saurait pas combien j'avais sur mon compte. Je ne voulais pas de luxe, je voulais la paix. Mais si le succès venait avec, je n'allais pas le refuser. Pendant que Ivan postait des selfies avec ses amis de l'université, je mangeais des restes de la veille devant un écran cassé, essayant de rester éveillé assez longtemps pour étudier. Mes notes n'étaient pas mauvaises, mais entre la fatigue et le stress, elles n'étaient pas brillantes non plus. Personne ne le remarquait, personne ne demandait. Je n'attendais pas de miracle. Je ne croyais pas que quelqu'un viendrait me sauver. Mais alors, quelque chose s'est passé. Un mardi ordinaire, le jour le plus étrange de ma vie. J'étais au milieu d'une livraison, mal garé devant une clinique dentaire. Je tenais une pizza au pepperoni d'une main et une bouteille de 2 litres de l'autre. Puis, une BMW noire rutilante s'est arrêtée derrière moi. La vitre s'est baissée, et j'ai vu un visage que je n'avais pas vu depuis l'enfance. Alvaro, a dit l'homme en plissant les yeux. Sa voix résonnait comme une version adulte des rares photos de famille que je gardais. C'était mon oncle Enrique, le riche, celui que mon père décrivait toujours comme « cet arrogant qui doit frauder le fisc ». Je ne l'avais pas vu depuis mes 12 ans. Mes parents disaient qu'il se croyait supérieur, qu'il valait mieux garder ses distances. J'ai cligné des yeux. Je portais mon polo graisseux avec le logo de la pizzeria, une casquette délavée et l'air de n'avoir dormi que 3 heures. « Oncle Enrique » ai-je répondu, mal à l'aise, en essayant d'équilibrer la boîte en carton graisseuse. « Salut. » Il m'a regardé, a sifflé doucement et a souri. « Eh bien, tu as grandi. »« Tu fais des livraisons ?» a-t-il demandé. « Oui, » ai-je répondu. « Juste quelques heures, un boulot à mi-temps. » Son sourire s'est légèrement estompé. Il m'a observé avec attention. « C'est ton seul boulot ? » « J'en ai 2 et j'étudie quand je peux, » ai-je dit, sans savoir si c'était une fierté ou une honte. Il est resté silencieux quelques secondes, puis a fouillé dans son portefeuille et m'a tendu une carte. « Viens me voir demain » a-t-il dit. Sérieusement. Je l'ai regardé comme s'il m'offrait un billet secret pour un monde que j'avais oublié. Et pour la première fois depuis des années, quelqu'un m'a vu, pas comme une erreur, pas comme un fardeau, mais comme une personne. La carte pesait lourd, non pas à cause du papier, mais de tout ce qu'elle représentait. Enrique Martinez, PDG, Groupe Carvé.
Adresse, Paseo de la Castellana, 52. Lettres dorées, bornettes, papier satiné. Je l'ai regardé pendant des heures comme si c'était un faux billet pour l'autre côté de ma vie. Le lendemain, je me suis réveillé avant que l'alarme ne sonne. J'ai pris une douche froide, le chauffe-eau était en panne depuis des semaines. J'ai repassé la seule chemise correcte que j'avais avec un fer de voyage trouvé dans un magasin d'usine. J'ai enfilé un pantalon que je n'avais pas porté depuis le lycée et des chaussures qui grinçaient à chaque pas. J'ai pris le métro jusqu'au centre. J'étais si nerveux que j'ai oublié de petit déjeuner. Devant l'immeuble de bureau, j'avais l'impression de m'être infiltré dans un film d'un autre genre. Vitres teintées, sol en marbre, plantes véritables. La réceptionniste m'a regardé comme si je n'étais pas à ma place, mais elle est restée polie. Non. Alvaro Reyes. Un instant. Elle a tapé avec élégance. Monsieur Martinez vous attend. 18e étage. Dans l'ascenseur, je me suis vu refléter parmi des cadres avec des montres à 3 chiffres. Ma chemise avait un fil décousu au poignet. Je ne l'ai pas arraché. Je l'ai laissé là, comme un rappel d'où je venais. Quand je suis arrivé, mon oncle m'a accueilli avec un sourire différent. Pas celui de supériorité dont je me souvenais enfant. C'était un sourire calme. Il m'a offert un café. Il me l'a servi lui-même, sans secrétaire. Je ne m'attendais pas à te voir livrer des pizzas, m'a-t-il dit avec franchise. Ton père me disait toujours que tu allais bien, que tu étudiais quelque chose en informatique. J'ai ri sèchement. Je suis en formation professionnelle. Je fais 2 boulots. Parfois, je dors dans la voiture. Donc, oui, un peu d'informatique. Son front s'est plissé. Il semblait vraiment surpris. C'est ce qu'ils ont fait de toi. J'ai haussé les épaules. Je suppose qu'ils avaient d'autres projets. Pour Ivan. Il y a eu un bref silence. Puis il s'est levé, a marché vers un classeur et en a sorti un dossier. J'ai un stage pour cet été. Bien payé. Ce n'est pas glamour. Tableau Excel, rapport, un peu de recherche, mais c'est une porte. Et si tu te débrouilles bien, je peux t'en ouvrir une plus grande. Je l'ai regardé, ne sachant pas si je rêvais. Pourquoi fais-tu ça, ai-je demandé. Il s'est appuyé sur le bureau et a parlé sans dramatiser. Parce que, quand j'avais ton âge, ton grand-père n'a jamais levé le petit doigt pour moi. Et je me suis juré que si je voyais quelqu'un de la famille traverser la même chose, je ferais l'inverse. J'ai eu du mal à déglutir, pas par tristesse, par choc. Personne, absolument personne, ne m'avait tendu la main ainsi. J'accepte, ai-je dit. Il a souri. Bien. Tu commences lundi. Et achète une chemise sans logo de pizza. Ici, on ne fait pas de livraisons express. Je suis sorti de l'immeuble, toujours aussi débraillé, mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, je ne me sentais pas invisible. Le lundi, je suis entré dans l'immeuble comme un touriste sans carte, avec les mêmes pantalons, mais cette fois avec une chemise prêtée par Melissa, la fille du bureau de tabac, qui me donnait toujours un café quand je n'avais pas de monnaie. Au moins, celle-ci n'avait pas de dessin. On m'a donné un badge et un kit de bienvenue. Je suis monté au 18e étage. L'ambiance était un autre monde, silence plein de sens, gens qui marchaient vite, bureau sans miettes de pain. Là, j'ai rencontré Louis, mon superviseur. Il portait des chemises impeccables et des chaussettes avec des motifs de planète. Je sais que c'est bizarre, m'a-t-il dit en me serrant la main. Ton oncle a du poids, mais ici, je ne travaille pas avec des pistonnets. Je travaille avec des résultats. D'accord ? Plus que d'accord, ai-je répondu avec une sincérité qui m'a coupé le souffle. Le premier jour, je me suis senti comme un infiltré. Le jargon était martien, KPI, roi, CRM, lead, flux. Ça sonnait comme des Pokémon, mais j'écoutais, je prenais des notes, j'observais, je restais tard. Je regardais comment il parlait, comment il s'habillait, comment il prenait des décisions, et je faisais semblant de ne pas être complètement perdu. Mon oncle passait tous les 2 ou 3 jours. Il ne disait pas grand-chose, juste un « tout va bien ?» avec son café éternel. Je répondais, un nouveau cerveau ne serait pas de refus. Il riait. Tu es déjà mieux que tu ne le penses. Et ces mots faisaient plus mal que n'importe quel mépris, parce que je n'y étais pas habitué.
Personne ne m'avait jamais dit « tu fais du bon travail ». Pour mes parents, la phrase préférée était « si Ivan a fait mieux, c'est parce que tu n'as pas assez essayé ». Mais là, dans ce bureau avec du café cher et une climatisation qui ne sentait pas la friture, quelque chose a commencé à germer. J'ai commencé à m'apprécier, à trouver ma place, et cette fois, je n'allais pas la lâcher. 2 semaines ont passé, et quelque chose s'est brisé, mais dans le bon sens. J'ai cessé de me sentir comme un intrus. J'ai appris les noms. J'ai découvert à quelle heure utiliser la machine à café sans bloquer le système. J'ai commencé à comprendre comment des décisions majeures se construisaient à partir de détails infimes. Louis, mon superviseur, a cessé de me traiter comme une expérience familiale et a commencé à me faire confiance. Il m'a confié mon premier rapport, un vrai, pas un stage décoratif. Analyser un ensemble de données sur la logistique interne et proposer une amélioration. Je me suis enfermé 3 jours avec des feuilles Excel, des présentations, des tutoriels YouTube et du café instantané. Quand je le lui ai rendu, Louis l'a parcouru, a haussé les sourcils et a dit « c'est bien pensé. Concis. Clair. Bon travail, Alvaro. » Je suis retourné à mon bureau et j'ai failli pleurer. Pas à cause du compliment, mais à cause de ce qu'il n'a pas dit, tu pourrais faire mieux. Ivan l'aurait fait plus vite. Personne ne m'a comparé, personne ne m'a fait sentir inférieur. J'ai quitté ma voiture pour un appartement partagé. Petit, oui. Avec des fuites, oui. Mais à moi, du moins en partie. Un lit, une couverture propre, et pour la première fois, un toit qui ne sentait pas l'huile de moteur. La première nuit, je me suis allongé sur le lit, j'ai regardé le plafond écaillé et j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais parce que mon dos ne criait plus, parce que je n'avais plus à prétendre que le coffre était confortable. J'ai posté une photo sur LinkedIn. Rien d'extraordinaire. Moi devant l'ordinateur, chemise froissée, sourire sincère. Le texte disait, jour 30, de dormir dans la voiture à avoir un bureau. Ce n'est pas la fin, mais c'est un autre début. Je n'ai tagué personne, je n'ai pas mentionné l'entreprise, juste un petit moment de fierté. L'algorithme en a décidé autrement. Des centaines de likes. Des commentaires d'inconnus. Des profs qui ne m'avaient jamais remarqué en classe me félicitaient maintenant. Un message privé d'une recruteuse. Mais le message qui m'a figé est arrivé sous forme de notification WhatsApp de ma mère. C'est vrai que tu travailles avec ton oncle Enrique ? On a reçu un message. Pourquoi ne nous as-tu rien dit ? J'ai fixé l'écran. Puis un autre message est arrivé. Ivan est contrarié. Il dit que ça lui fait mal que tu ne partages pas tes réussites avec la famille. Ivan était contrarié. Bien sûr. Le même qui ne savait pas comment je m'appelais quand ça l'arrangeait. Le même qui m'avait un jour traité de « version discount », mais maintenant, apparemment, j'avais de la valeur parce qu'un autre m'avait validé d'abord. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas si c'était de la tristesse ou de l'indignation que je ressentais. Une seule chose était sûre, j'étais arrivé là tout seul. Quelques jours plus tard, une demande de connexion sur LinkedIn. C'était ma mère. Son profil était toujours par défaut, sans photo. Dans sa bio, mère fière des Ivan. Pas une mention de moi. Le lendemain matin, j'ai reçu un message d'elle. Nous sommes fiers de toi. Nous avons toujours su que tu avais du potentiel. Viens dîner dimanche. Ivan veut te parler de sa nouvelle appli. Vous pourriez la présenter à ton oncle ? Et voilà. La nouvelle manière de m'utiliser. Je n'ai pas répondu, parce que pour la première fois de ma vie, j'avais le pouvoir de choisir qui je laissais entrer, et eux, malgré leur faux semblant, n'étaient pas invités. Le matin où j'ai reçu l'email avec l'objet « Réunion familiale, repartons de zéro », la première chose que j'ai faite a été de fermer l'ordinateur. Je ne l'ai même pas lu. Pas parce que je n'étais pas curieux, mais parce que je savais ce qu'il dirait. Des phrases mielleuses, une tentative de faire croire que tout n'était qu'un malentendu, et probablement une mention nostalgique de l'enfance. Mais ce n'était pas de la nostalgie, c'était du calcul. Il savait. Je n'étais plus le même Alvaro. Ce week-end-là, en prenant un café sur une terrasse près du centre, j'ai vu Ivan passer sur le trottoir d'en face. Il ne m'a pas vu. Il parlait au téléphone, gesticulant comme s'il dirigeait un orchestre invisible. Le même geste de toujours, cette assurance feinte qui marchait avec tout le monde, sauf avec moi.
En l'observant de loin, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la colère, pas de la tristesse, juste une certitude tranquille. Il était toujours le même. Moi, non. Ce même soir, ma mère m'a envoyé un message court. Ton père et moi pensons qu'il serait agréable de dîner ensemble, sans sujet sensible, juste en famille. Tu nous manques. Je n'ai pas répondu, parce que s'il me manquait vraiment, il n'aurait pas fallu une invitation formelle. Ils auraient été là quand j'en avais le plus besoin. Pas seulement maintenant, quand leur faveur s'écroulait comme des dominos et qu'ils cherchaient quelqu'un pour les soutenir. Mais j'ai accepté le dîner, pas pour eux, pour moi. Pas pour me réconcilier, mais pour clore un chapitre, pour prononcer les mots que j'avais avalés pendant des années, la bouche pleine de silence. Le salon était le même, les mêmes rideaux, la même horloge toujours en avance de 2 minutes, comme si ça pouvait empêcher la vie de leur arriver en retard. Je me suis assis près de la fenêtre, une chemise dans les mains. Papa a servi du vin, maman a apporté des croquettes et une tortilla. Ivan est arrivé en retard, comme toujours, avec un sourire qui m'a transpercé comme une aiguille. « Comment vas-tu » a-t-il demandé. Fatigué, ai-je répondu, mais ferme. Pendant le dîner, personne n'a mentionné l'évidence. Personne n'a parlé des dettes, des mensonges, des années où j'ai vécu dans l'ombre de leurs attentes. Jusqu'à ce que j'ouvre la chemise. Ça, ai-je dit en posant les papiers sur la table, c'est un résumé de tout. Des prêts, des dépenses, des fois où je vous ai sorti du gouffre et où vous m'y avez poussé ensuite. Tous les 3 se sont tus. On n'entendait que le tic-tac de l'horloge. Je ne viens rien réclamer, ai-je continué. Je ne veux ni argent ni excuse qui sonne comme un script. Je viens vous dire qu'à partir de maintenant, je suis libre. Pas parce que vous allez me laisser partir, mais parce que j'ai décidé de vous laisser. Papa s'est levé lentement, comme s'il voulait interrompre. Je l'ai arrêté d'un geste. Je n'ai besoin ni de discours ni d'excuses. Juste que vous compreniez. Je ne suis pas votre plan B. Je ne suis pas votre filet de sécurité. Je ne suis ni le frère qui se tait ni le fils qui s'immole. Je suis Alvaro, celui que vous avez ignoré quand il rentrait trempé après 2 services. Celui qui dormait dans sa voiture pendant que Yvan traînait une nouvelle voiture, celui qui n'a pas été invité au dîner d'anniversaire parce qu'il n'y avait que 6 chaises. Maman a essayé de prendre ma main. Je l'ai retirée doucement. Vous pouvez réécrire votre histoire comme vous voulez, mais ne comptez pas sur moi pour jouer le sauveur muet. Mon histoire continue sans vous, et ça va. Je me suis levé. Personne n'a rien dit. Ni « reste », ni « je suis désolé ». Juste le silence épais de ceux qui ont enfin compris qu'ils avaient perdu quelque chose de plus précieux que l'argent, l'accès. En partant, j'ai laissé la chemise sur le buffet. À l'intérieur, la dernière page disait « Je ne suis plus celui qui attend, je suis celui qui décide ». Des semaines ont passé sans nouveaux appels, sans email, sans branche déguisée en réconciliation, et c'était bien ainsi. J'avais appris que le silence n'est pas toujours vide, parfois c'est la liberté. Une nuit, en marchant seul sur la promenade maritime, l'écharpe bien fermée et le vent froid me fouettant le visage, je me suis arrêté devant le reflet des lumières sur l'eau. Je ne pensais ni à Ivan, ni à maman, ni même à tout ce qui était resté derrière. Je pensais à moi, au garçon qui avait dormi dans une voiture et rêvé d'un bureau à lui, à l'adulte qui décidait maintenant à qui ouvrir la porte et à qui non. Et là, les mains dans les poches, le cœur calme, j'ai murmuré quelque chose que personne d'autre n'avait besoin d'entendre. Je vais bien. Pas parfait, pas heureux tous les jours, mais bien. Et pour la première fois, c'était plus que suffisant.